Allô? Oui. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette session intitulée Bitcoin et monnaie cryptographique. Donc, je suis Grégory Paul. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @paulgreg, également sur mon portfolio sur Internet. Donc, je suis développeur. Après la session de Jean-Laurent, j'ai envie de dire je suis programmeur. Et, pour ceux qui étaient, vous comprendrez. Et donc, je travaille chez Valtech. Alors, tout d'abord, une petite mise en garde. Cette présentation sera avant tout technique. Je ne m'intéresse pas aux côtés économiques ou aux aspects légaux actuellement, tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine de compétence principale. Alors, qu'est-ce que nous verrons dans cette présentation? Tout d'abord, on va voir quelques repères, donc qu'ils soient historiques ou alors quelques définitions. Ensuite, on regardera un peu de plus près le côté pair à pair décentralisé de la monnaie. Puis, je me permettrai quelques rappels de cryptographie, histoire de remettre tout le monde au même niveau. Ensuite, je vous présenterai comment la monnaie est introduite au fur et à mesure dans le système. Puis, cela me permettra de vous présenter le concept de preuve de travail, qui est vraiment très important au sein de Bitcoin. Je vous l'illustrerai. Ensuite, je pourrai enfin, avec tous ces prérequis, vous présenter comment se déroule une transaction. Alors, je vous présenterai rapidement comment fonctionne le minage. Je suis sûr que certains d'entre vous sont très intéressés. Un petit mot sur la sécurité, notamment la sécurité des clients Bitcoin. On verra en pratique qu'est-ce que ça donne. Je vous présenterai également comment cela s'intègre dans votre projet. Ensuite, je conclurai et j'aurai quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, je vous propose tout d'abord une petite bande dessinée issue du site CommitStrip. Donc, généralement, quand le cours du Bitcoin monte, on entend des discussions à la machine à café du genre il faut investir, c'est vraiment génial, je vais monter un serveur, c'est très bien, etc. Généralement, peu de temps après, le cours s'effondre, le prix s'effondre. Là, on a des conversations également, mais qui sont plutôt inversées par rapport à ce qu'on avait auparavant. Il faut réguler, c'est trop volatile, c'est trop risqué, je m'en vais, etc. Par contre, quand il s'agit d'expliquer le Bitcoin, eh bien là, il n'y a plus grand monde. Donc c'est pour résoudre un peu cette situation que je me tiens devant vous ce soir. Donc j'espère que ce sera un peu plus clair et qu'il y aura des discussions là-dessus. Alors, tout d'abord, on va commencer par quelques repères. Donc, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie et une monnaie cryptographique. Mais c'est également un protocole de communication entre les différents clients, entre les différents nœuds du réseau. Et en plus de ça, c'est également un système de paiement qui va utiliser les nœuds du réseau pour propager des transactions. Si l'on étend un peu la définition, donc je vous ai parlé de monnaie cryptographique, une monnaie cryptographique, c'est une monnaie numérique qui fonctionne de façon pair à pair décentralisée et qui va utiliser des principes cryptographiques pour valider les transactions et générer la monnaie en elle-même. Alors, quelques repères historiques. Tout a commencé, l'histoire du Bitcoin est assez courte, donc tout a commencé en 2008 lorsqu'un certain Satoshi Nakamoto publie un document d'une dizaine de pages où il décrit Bitcoin. Et il explique sa motivation qui est de créer une monnaie qui ne va non pas reposer sur la confiance auquel on a envers des banques, qu'elles soient privées ou centrales, mais on va faire confiance à personne et donc on va se baser sur de la cryptographie qui est à peu près sûre, hormis les différents bugs qu'on peut trouver. Cette même année, le projet est créé sur SourceForge, c'est donc un logiciel libre depuis le début. En 2009, plusieurs clients se connectent et fonctionnent, et donc les premières transactions, les premiers échanges de Bitcoin ont lieu. En 2010, le Bitcoin ne vaut pas grand-chose, on l'échange contre quelques centimes de dollars, et quelqu'un achète une pizza pour 10 000 Bitcoins, l'équivalent de 15 $ à l'époque. En 2011, c'est déjà 25% de la totalité des Bitcoins qui ont été générés. Et ici, on a un petit schéma qui illustre le cours face au dollar, enfin, le prix auquel on échange les bitcoins face au dollar. On a ici les années, 2009, 2010 jusqu'à 2014. Et ici le cours, donc on a un petit pic à 2011. Et ça monte presque jusqu'à 1200 $ en 2014 pour redescendre. Donc là, l'échelle va de 0 à 1200, ici étant 600. Et donc, le cours monte un peu en 2011 jusqu'à atteindre une parité avec tout d'abord le dollar. Donc, on échange un dollar contre un bitcoin, ou inversement. Le cours continue encore à monter et cette même année, il y a une parité avec l'euro. Donc, on échange un bitcoin contre un euro. Enfin, cette même année, il y a également un fork de Bitcoin, du projet Bitcoin, qui s'intitule Litecoin. Donc, c'est en gros la même chose avec quelques paramètres qui vont différer. En 2012, BitPay, qui est une entreprise qui va vous faciliter le paiement en Bitcoin sur votre site d'e-commerce typiquement, donc qui fait un peu tout seul pour vous, revendique avoir déjà plus de 1000 marchands. C'est-à-dire qu'il y a 1000 endroits sur Internet où on peut payer avec des Bitcoins. Donc ça commence à se mettre un peu en place. En 2013, là il y a pas mal de mouvements, mais moi ce que j'ai retenu c'est que le FBI a fermé le site Silk Road, qui vendait des produits illicites
des armes à feu, ce genre de choses, bref. Par contre, dans cette opération-là, ils ont confisqué les 26 000 bitcoins que Silk Road possédait, et ces 26 000 bitcoins, le FBI les possède encore. Et lorsqu'ils vont s'en servir, on verra ce qu'ils en feront. Également, cette même année, les premiers distributeurs automatiques de Bitcoin font leur apparition au Québec. Maintenant, il doit y en avoir une bonne dizaine. Et la masse monétaire, c'est-à-dire le nombre de Bitcoins en circulation multiplié par la valeur à laquelle on est prêt à payer en dollars, atteint pour la première fois 1 milliard de dollars. En 2014, alors, ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est surtout la faillite de MTGOX, qui était une grosse bourse d'échange, justement, une des troisièmes, qui s'est donc écroulée. La faillite a d'ailleurs été annoncée ce matin. Et en fait, c'est plutôt pour des problèmes de mauvaise gestion, plutôt que des problèmes inhérents à Bitcoin. Et la masse, donc, étant donné que le cours a continué à évoluer, la masse monétaire est de 5 milliards de dollars en ce moment. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur le côté pair à pair décentralisé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que tous les nœuds du réseau ont les mêmes rôles, les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas d'autorité qui permet de prendre la main, entre guillemets. Donc, Bitcoin étant pair à pair décentralisé, on retrouve environ 9000 clients Bitcoin connectés de façon soit permanente, soit temporaire, qui viennent et qui se déconnectent. Il y a une concentration en Europe et en Amérique, et c'est un peu réparti partout dans le monde à côté. À une époque, il y en avait beaucoup en Chine et en Russie, mais les gouvernements mettent des bâtons dans les roues, donc il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Alors, je vais maintenant attaquer quelques rappels de cryptographie. Tout d'abord, les chiffrements symétriques. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai un message que je souhaite chiffrer avant de l'envoyer à quelqu'un. J'utilise une clé pour le chiffrer et j'utilise la même clé pour le déchiffrer. Jusque-là, tout va bien. Le chiffrement asymétrique, quant à lui, donc ici, on n'a plus une clé, mais on en a deux. Je vais utiliser la première pour chiffrer un message et je vais utiliser la seconde pour le déchiffrer. Je peux également utiliser la seconde pour le chiffrer et je vais utiliser la première pour le déchiffrer. Donc on parle souvent de clé privée et clé publique, car l'une d'entre elles aura intérêt à être diffusée massivement, afin que n'importe qui puisse chiffrer un message que moi seul pourrais déchiffrer, tandis que l'autre, je n'ai pas intérêt à la déchiffrer, sinon n'importe qui pourra lire cette correspondance. Enfin, il y a deux familles de chiffrement asymétrique. La première qui va utiliser les nombres premiers, on parle de RSA. La seconde famille, un peu plus récente et qui commence à être utilisée dans différents logiciels, notamment Bitcoin, bâtie sur des courbes elliptiques, donc un autre pendant des mathématiques. Le troisième point que j'aimerais rappeler sont les fonctions de hachage. Donc MD5, SHA-1, SHA-256, etc. Donc ici, je l'illustre avec un petit exemple. Donc je fais un echo -n d'une chaîne de caractères, hello world. Le -n signifie simplement à echo de ne pas envoyer de retour chariot à la fin. Et cette commande-là, je l'envoie à SHA-1 sum, qui me donne donc une empreinte, une série de caractères hexadécimaux. Et ce qui est intéressant, c'est que si je change un seul caractère ou si j'en rajoute un, eh bien l'empreinte sera complètement différente. Enfin, que mon entrée soit seulement de quelques caractères ou alors d'une image ISO de plusieurs gigas, eh bien l'empreinte aura également la même taille. Un autre point très important également, c'est qu'on ne peut pas forger en gros une empreinte qui va par exemple commencer par un certain nombre de zéros. On ne sait pas faire à moins d'essayer de multiples combinaisons. Il n'y a pas de raccourci en tout cas. Alors avec tous ces principes-là, je vais pouvoir vous représenter comment fonctionne une signature numérique. Donc j'ai Alice et Bob, un classique. Donc Alice souhaite envoyer un message à Bob et montrer que ce message n'a pas été altéré sur le chemin. Donc, à ce message-là en clair, elle va y appliquer une fonction de hachage qui va lui générer une empreinte. Alors ici, je l'ai raccourci, mais généralement, c'est beaucoup plus long. Et à cette empreinte, elle va y appliquer elle va le chiffrer avec sa clé privée qui va lui donner donc une empreinte chiffrée, si l'on veut. Ensuite, elle transmet ce message à Bob. Le message, donc ici, je ne l'ai pas chiffré, il est toujours en clair. Par contre, elle va y associer cette empreinte chiffrée. Elle l'envoie donc à Bob. Bob, de son côté, il va appliquer la même fonction de hachage que celle qu'a utilisée Alice à ce message-là. Ça lui donne une empreinte. Et il va également déchiffrer l'empreinte ici chiffrée avec la clé privée d'Alice, avec sa clé publique. Et donc, les deux empreintes doivent correspondre. Si elles ne correspondent pas, eh bien, c'est que le message a sûrement été altéré sur le chemin. Et donc, ce n'est plus valide. Alors, maintenant, comment les bitcoins sont générés et introduits dans le système ? Eh bien, en fait, c'est à raison de 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Enfin, pardon, je vais formuler ça autrement. C'est 50 bitcoins toutes les 10 minutes qui sont créés et injectés dans le système, et ça pendant les 4 premières années, donc de 2009 à 2013. Depuis 2014, ce ne sont plus 50 bitcoins qui sont générés, mais seulement 25.
toujours à raison toutes les 10 minutes. Donc il y a 25 bitcoins qui sont créés et injectés. Et ce jusqu'en 2017. Puis en 2018, ça sera la moitié de 25, donc 12,5, etc., etc. Donc cela nous donne cette courbe-là. Donc ici, j'ai le nombre de bitcoins en millions, donc 6, 12, 18, 24. Et ici, les années, donc de 2009 à 2038. Et on voit que la courbe décrit une asymptote, où on introduit beaucoup de bitcoins très vite. Mais au final, la courbe va s'aplatir pour ne même jamais générer totalement 21 millions de bitcoins. Elle va s'en rapprocher, mais voilà. Donc il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins dans le système, en tout cas aujourd'hui. Alors, du coup, j'imagine que vous vous posez des questions. À qui va cet argent? Eh bien, en fait, c'est des clients qui vont avoir un rôle un petit peu particulier. On va les appeler les mineurs et ils vont être récompensés car ils vont effectuer un travail qui est d'agréger les transactions en attente dans ce qu'on appelle le prochain bloc. Donc, un bloc est constitué de 1 à n transactions et l'une des transactions va introduire les 25 bitcoins dans le système. Aujourd'hui, c'est à 25, donc j'ai parlé de 25. Du coup, vous vous dites sûrement, est-ce que moi aussi je peux gagner des bitcoins? Eh bien oui, tout à fait, vous pouvez miner, vous aussi. Par contre, vous allez être en concurrence avec de nombreux mineurs, et donc ça va être un peu difficile. Mais du coup, pourquoi est-ce que l'un de ces mineurs va gagner, et pas les autres? Eh bien, c'est le premier qui va apporter une preuve de travail valide. Justement, la preuve de travail, comment ça fonctionne? Eh bien, ça tire ses origines d'un cryptographe britannique qui s'appelait Adam Back, enfin qui s'appelle toujours Adam Back, je suppose, qui, en 97, a imaginé un moyen de lutter contre le spam. Et donc, le principe était que votre client d'email, avant d'envoyer l'email en question, allait résoudre un problème un peu complexe, un défi, qui allait lui prendre quelques secondes, typiquement. Ce mail est envoyé au serveur. Le serveur, quant à lui, c'était beaucoup plus simple pour lui de vérifier ce problème-là. Donc ça va vraiment être trivial pour lui, ça ne va pas le pénaliser. Et donc si c'est valide, il va faire suivre le mail. Les spammers, eux, en revanche, ils vont envoyer des millions de mails, et donc même quelques secondes de calcul pour chaque destinataire, eh bien eux, ça allait fortement plomber leur performance, et donc ça aurait permis de lutter contre le spam. Donc dans les faits, ça n'a pas vraiment marché, mais l'idée était très intéressante, et ça introduit la preuve de travail. Alors en pratique, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de trouver un nombre dont on va calculer l'empreinte, qui va être inférieure à une certaine valeur. Cette valeur va bouger et va s'appeler la difficulté. Donc en pratique, à quoi cela ressemble? Donc j'ai ici une constante, dans le cas d'Hcash, qui commence par 1,2.20, soit. Ensuite la date du jour, pour que le challenge soit différent chaque jour. L'email du destinataire et le nombre, la valeur à trouver. Et l'empreinte, le SHA-1 de cette chaîne de caractères-là, doit commencer par un certain nombre de zéros, doit être inférieur à 0,001, etc. Donc un exemple. Donc toujours mon echo-n. Ici j'ai la date du jour, donc le 6/4/2008. Ici l'email du destinataire, le nombre que l'ordinateur a essayé des millions de combinaisons pour le trouver. Et si l'on applique un SHA-1 à cette chaîne de caractères-là, on obtient une empreinte qui commence avec un certain nombre de zéros. Donc cela est inférieur à la difficulté fixée, et donc mon mail est accepté par le serveur et peut continuer. Pour Bitcoin, c'est le même principe qui est appliqué. Donc si je reprends mon bloc précédent, ici, dans l'un des champs, va contenir un nombre qui va avoir été trouvé par un mineur. Donc ici, c'est un SHA-256 qui s'applique. Bitcoin utilise un SHA-256. Et vous voyez que, en fait, c'est assez rare qu'il y ait déjà un zéro. Donc il va vraiment falloir essayer des milliards de combinaisons pour trouver la bonne valeur qui va bien. Donc le SHA-256 s'applique à l'ensemble du bloc. Voilà. Alors, Bitcoin utilise le SHA-256 qui va être intensif en calcul, en puissance de calcul. Litecoin, dont je vous ai parlé précédemment, qui a été introduit en 2011, quant à lui, utilise un autre algorithme qui s'intitule Scrypt, qui lui va consommer beaucoup plus de mémoire. Cela aura des impacts d'ailleurs. Enfin, la difficulté, c'est-à-dire le nombre d'octets à zéro au début ici, en fait, elle va évoluer, elle va être réévaluée tous les 2016 blocs, environ tous les 14 jours. En fait, si jamais il y a beaucoup plus de mineurs sur le réseau, eh bien en fait les mineurs vont avoir plus de puissance de calcul et donc vont trouver les blocs plus rapidement. Et l'idée, rappelez-vous, c'est d'émettre un bloc toutes les 10 minutes. Donc si jamais des blocs sont émis de façon plus rapide, eh bien la difficulté va s'agrandir. On va devoir trouver plus d'octets à zéro au début, donc ça va être beaucoup plus difficile, et inversement. Alors, avec tout ça, je vais pouvoir vous présenter comment se déroule une transaction. Donc, j'ai toujours Alice, j'ai toujours Bob. Cette fois-ci, elle ne veut pas chiffrer un message, mais elle veut envoyer un bitcoin à Bob.
Donc Alice va envoyer un Bitcoin à Bob. Alors tout d'abord, nos deux protagonistes vont tout d'abord lancer leur clé en Bitcoin qui va leur générer une paire de clés privées-publiques. Donc ici, la clé privée, je l'ai identifiée par un petit cadenas, histoire de dire que c'est vraiment à elle. Et voilà. Ensuite, le client va également se connecter aux d'autres nœuds du réseau. Donc ici, je le schématise par un réseau, mais il faut bien voir que c'est pair à pair. Donc chaque client va se connecter entre 8 et 10 clients autour de lui. Donc chaque nœud du réseau possède l'intégralité des blocs qui contiennent donc toutes les transactions. Ces blocs vont être propagés donc aux nouveaux venus, qui sont Alice et Bob. Chacun des clients Bitcoin va alors relire chaque bloc et les vérifier, réappliquer les fonctions de hachage pour vérifier qu'il n'est pas altéré. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autorité centrale, donc chacun fait confiance à soi-même et va réappliquer les opérations cryptographiques pour vérifier que tout est bien valide et qu'il n'y a pas eu d'injection de blocs, par exemple. Donc en analysant ces blocs, Alice découvre que 10 bitcoins sont adressés à sa clé publique. Elle dispose donc de 10 bitcoins, on va dire que c'est son solde. Donc ça tombe bien, puisqu'elle doit en envoyer un à Bob. Donc elle va préparer une transaction. La transaction va contenir des entrées et des sorties, enfin une entrée ici en l'occurrence et des sorties. Donc l'entrée va consister à utiliser la transaction qui a été liée à cette clé publique. Donc on va utiliser les 10 bitcoins. C'est un peu comme si vous allez à la boulangerie et vous avez un billet de 10 euros. Vous allez donner le billet de 10 euros, vous n'allez pas le découper en 10 bouts de 10, ça ne fera pas 1 euro. Donc on le réutilise en entier. Et en sortie, je vais envoyer un bitcoin à la clé publique de Bob. Et la différence, ça va être la monnaie, le change. Eh bien, je vais régénérer une nouvelle paire de clés publiques-privées que possède Alice, et je vais me réenvoyer la différence, les 9 bitcoins, à moi-même. Enfin, cette transaction est signée avec la clé privée d'Alice, ici, afin que personne d'autre ne puisse forger des transactions au nom d'Alice. Alors, les frais dans Bitcoin ne sont pas toujours obligatoires. Il y a certaines raisons qui font qu'on en a besoin ou pas. Dans mon exposé ici, je vais partir du principe que cette transaction nécessite d'appliquer 0,01 Bitcoin de frais. Et donc, si je modifie la transaction avec cela, eh bien en fait, ce ne sont pas 9 bitcoins qu'Alice va se réenvoyer, mais seulement 8,99. Donc la différence entre l'entrée ou les entrées et les sorties va être les frais. Donc cette transaction va être diffusée aux autres nœuds du réseau, et à partir d'un moment, les mineurs vont agréger ces transactions en attente. Donc ici, j'ai un mineur, avec également sa clé privée, clé publique. Le mineur, qui est donc en concurrence avec de nombreux autres mineurs sur la planète, va essayer de calculer le prochain bloc. Donc ici, j'ai le prochain bloc, avec le nombre, la preuve de travail dont je vous ai parlé précédemment, la transaction d'Alice, et une nouvelle transaction qui va introduire la monnaie dans le système, donc les 25 bitcoins, mais qui va également rajouter les 0,01 bitcoins de frais, les différences entre les entrées et les sorties. Donc cette transaction, c'est le mineur qui la crée, qui l'injecte dans le futur bloc, qui est donc associé à sa clé publique ici et qui est signé avec sa clé privée. Enfin, le bloc contient également une empreinte vers le bloc précédent, et ça fait donc une liste chaînée de blocs. Donc, on va partir du principe que c'est ce mineur-là qui est extrêmement chanceux et qui a réussi à trouver une preuve de travail valide. Donc, il va propager le bloc au sein du réseau. Chaque nœud du réseau, rappelez-vous, va vérifier ce bloc et s'il est valide, va le propager aux autres nœuds. Donc, finalement, chacun de nos personnes vont récupérer ce bloc-là et l'analyser. Et donc, en l'analysant, Alice découvre que sa transaction de 10 bitcoins a été dépensée. Elle n'est plus valide et elle la raye. Par contre, une nouvelle transaction de 8,99 bitcoins lui est réassociée. Et donc, son solde final est de 8,99 dans cet exemple. Bob, quant à lui, récupère bien son bitcoin. Et le mineur, lui, gagne bien les 25 bitcoins d'introduction de la monnaie, plus les frais qu'il y avait dans les transactions. Donc voilà comment se déroule une transaction bitcoin. C'est pas très compliqué. Ce qui est un peu difficile à suivre, c'est que les clients vont avoir une tendance à générer des paires de clés privées publiques à chaque fois. Donc ça rend les choses un peu plus difficilement traquables, entre guillemets. Alors je voudrais insister un tout petit peu sur la liste des blocs, la liste de blocs chaînés dont je vous parlais précédemment. En anglais, on la trouve sous le terme blockchain, donc soyez pas surpris, on parle de la même chose. Alors tout part d'un bloc de genèse, qui est un bloc qui est vraiment codé en dur dans les clients Bitcoin. Et donc, il y a donc un premier bloc avec 1 à n transactions, une empreinte qui référence le bloc de genèse, et puis la preuve de travail ici, et puis un second bloc qui référence le précédent, etc., etc.
Alors il peut arriver que deux mineurs trouvent en même temps un bloc qui est valide. Alors les deux blocs seront forcément différents puisqu'il y a au moins une transaction qui va être associée à un mineur et donc ça ne sera pas la même dans l'autre bloc. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir une liste avec deux têtes, entre guillemets, mais par convention, les clients Bitcoin vont seulement prendre la chaîne la plus longue. Donc dès qu'un autre mineur va trouver le prochain bloc à l'une des deux têtes, eh bien c'est cette chaîne qui va être conservée et ce bloc va être annulé, les transactions vont être remises en attente. Alors rassurez-vous, ce genre de choses arrive très peu souvent. Je crois que ça arrivait quelques fois et surtout c'est vraiment très improbable que ça arrive plusieurs fois de suite. Un autre point que j'aimerais évoquer, c'est que si vous utilisez Bitcoin, vous allez voir parler de confirmation. Les confirmations, c'est simplement combien de blocs sont au-dessus de ma transaction. Par exemple, les transactions dans ce bloc-là, s'il n'y a pas de bloc devant, eh bien ici auront 0 confirmation, tandis qu'ici, elles en auront une, il y a un bloc dessus, ici elles en auront 2, etc., etc. Donc plus une transaction est vieille, et plus il va y avoir de confirmation, et plus vous pouvez être certain qu'elle est acceptée parmi tous les clients. Alors, je vous ai parlé de clés publiques. Alors, quand on envoie de l'argent via Bitcoin, on ne manipule pas du tout des clés publiques, rassurez-vous. On va manipuler des adresses. Les adresses, comment sont-elles construites? Eh bien, on part néanmoins de la clé publique. On va appliquer deux fonctions de hachage sur cette clé publique, un RIP MD160, une fonction de hachage, et un SHA-256. Cela nous donne une empreinte. À cette empreinte, on va réappliquer deux fonctions de hachage SHA-256. Cela va nous donner une somme de contrôle. On y préfixe 00, qui est la version des adresses, actuellement 00. Et à partir de cette valeur-là, on lui applique un base 58. Alors un base 58, c'est un peu comme un base 64. Ça va transformer une valeur numérique en caractère ASCII. Et la différence entre le base 58 et le base 64, c'est que le base 58 évite certains caractères qu'on pourrait confondre entre eux, comme les O majuscules, les 0, les L, les I, etc., etc. Et donc cela me génère une adresse, et c'est ce type d'adresse qu'on manipule quand on reçoit ou on envoie des bitcoins. Ce qui est intéressant ici, c'est que grâce à la somme de contrôle, via le double SHA-1, même si vous vous trompez dans un ou plusieurs caractères ici, il y a très peu de chances que vous retombiez sur une somme de contrôle valide. Et donc, on peut savoir si une adresse est valide ou pas avant d'envoyer des milliards de bitcoins à cette adresse-là. Enfin, des millions, parce qu'il n'y en aura pas autant. Alors, quelques mots sur le minage, parce que je suis sûr que vous êtes très intéressés. Alors, tout au début, en 2009, on pouvait miner des bitcoins avec un simple processeur, un simple CPU. À titre d'exemple, un CPU moderne, donc un Core i7 2600K, peut essayer environ 18 millions de hash par seconde. Ce qui est plus important, c'est que son rendement énergétique est de 0,2 MH par joule d'énergie. On s'est vite rendu compte que les cartes graphiques étaient beaucoup plus adaptées pour ce genre de traitement massivement parallèle. Donc on les a utilisées, et là effectivement, on est plutôt à raison de 640 MH par seconde et un rendement énergétique de 3 MH par joule. Ensuite, quelques personnes assez malines se sont rendues compte qu'il existait des FPGA, qui sont des composants matériels programmables, et ils les ont utilisés pour directement coder l'algorithme de SHA-256. Donc ici, on est à 800 MHz, pas un très gros gain. Par contre, on est à 20 MHz par joule, parce que cela va consommer quelques dizaines de watts, alors qu'une carte graphique en consomme plutôt 300. Enfin, plus récemment, depuis début 2013, je crois, sont apparus sur le marché des ASIC. Donc des ASIC, ce sont des composants, une puce, si vous voulez, où l'algorithme de SHA-256 est directement fondu dans le silicium. Donc cela fait que c'est extrêmement plus rapide que de façon logicielle. Donc là, on a 600 GH par seconde. Et surtout, on explose le rendement énergétique. Donc autant vous dire que miner du Bitcoin, même avec une carte graphique aujourd'hui, à moins que l'électricité soit gratuite, et encore, vous perdrez un peu votre temps, je pense. Par contre, les Litecoin, comme je vous l'avais dit précédemment, utilisent Scrypt, et Scrypt est intensif en mémoire, et donc beaucoup plus difficile, peut-être même impossible, de le faire marcher sur du FPGA ou sur des ASIC. Alors, des ASIC ont été annoncés en Litecoin, bon, pour l'instant ils ne sont pas encore sortis, et ce qui compte vraiment, c'est s'ils vont sortir ou pas. Donc les Litecoin typiquement, alors on divise par un bon facteur le nombre de hash par seconde. Ici c'est plutôt 50 kHz par seconde et les cartes graphiques en font 620. Donc vous pouvez toujours miner des Litecoin avec des cartes graphiques. Alors si vous minez également, vous pouvez miner de deux façons différentes.
soit de façon autonome, dans votre coin, vous êtes chez vous et vous minez, vous êtes en concurrence avec beaucoup de monde. Donc ça, si vous gagnez, vous allez gagner beaucoup de Bitcoin ou de Litecoin, mais par contre, vous allez gagner pas très souvent. Donc la façon actuelle de faire, si vous voulez rentabiliser un peu votre investissement, c'est de passer par une ferme de minage, où ici, on va centraliser les gains, mais par contre, vous allez gagner des bitcoins ou des litecoins au fur et à mesure, et ça sera assez constant dans le temps, et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Bon, je sais plus. Enfin, quelques mots sur la sécurité. Donc en fait, si vous utilisez Bitcoin, il y a 3 types de clients. Tout d'abord, les clients complets, les implémentations de référence ou quelques variantes, qui vont générer les paires de clés privées publiques sur votre machine, mais qui vont également récupérer l'intégralité des blocs et donc toutes les transactions. Donc pour information, pour Bitcoin, la blockchain fait environ 20 gigas aujourd'hui. Attendez, je vérifie. Ici, elle fait 20 gigas. Pour Litecoin, elle en fait 3,1. Donc vous vous doutez bien que sur des terminaux mobiles, et d'ailleurs tout le monde n'est pas forcément prêt à récupérer toute cette blockchain sur son ordinateur, eh bien il y a d'autres clients qui sont des clients légers, où là les paires de clés privées publiques sont toujours générées sur le terminal, ce qui est une bonne chose. Par contre, on va déléguer un peu de la confiance par rapport aux autres nœuds du réseau qui possèdent la blockchain complète. Enfin, il existe des clients minimaux, où ici vous n'avez rien du tout, donc c'est pratique, vous loguez avec un login mot de passe. Par contre, eh bien, ici, si jamais la personne part avec les clés privées, vous n'avez plus rien, ou si le serveur se fait pirater, bon. Donc je vous déconseille fortement de passer par ce type de client. La seule exception étant si vous passez par des bourses d'échange qui permettent de convertir des euros ou des dollars en Bitcoin, et bien ici, les bourses d'échange, généralement, vont vous générer une paire de clés privées publiques, et vous allez pouvoir... et je vous conseille très tôt, en fait, dès que votre compte en Bitcoin est approvisionné, entre guillemets, enfin, cette adresse-là, eh bien, d'envoyer les Bitcoins vers un client type 1 ou 2. Un autre point à prendre en compte également, si jamais vous manipulez des nombres importants de Bitcoin, je vous encourage à les stocker ce qu'on appelle à froid, c'est-à-dire de mettre votre fichier qui contient vos clés privées sur une clé USB que vous débranchez quand vous ne l'utilisez pas. Bon, ça c'est des problématiques de riches, on va dire. Donc si vous utilisez l'implémentation de référence, les clés privées sont stockées dans un fichier wallet.dat que je vous encourage tout d'abord à chiffrer avec une très longue passphrase, donc c'est possible avec les clients, et surtout il va falloir en faire un backup à chaque fois, une sauvegarde pardon, à chaque fois que vous allez émettre ou recevoir des transactions. C'est important. Typiquement sur mon serveur web, je me mets à recevoir des 404 sur des bitcoin wallet.dat. Donc bon, je suis bien sûr pas assez fou pour mettre un wallet.dat sur mon serveur, mais sachez qu'il y a des vers et des virus qui se mettent à essayer d'accéder à ce fichier-là, sachant que si quelqu'un récupère ce fichier-là, il a vos bitcoins, sauf si vous l'avez protégé avec un mot de passe complexe. Enfin, une autre petite blague s'intitule CryptoLocker. Donc c'est un virus un peu violent qui tourne depuis 6 mois ou 1 an, je pense, qui va chiffrer votre disque dur comme il faut, donc tous les documents importants en votre possession, qui va les chiffrer d'une bonne façon, avec une clé privée et clé publique. La clé privée est envoyée sur un serveur distant et supprimée de votre poste. Tous les fichiers sont encodés avec votre clé publique. Et pour récupérer vos fichiers, donc c'est vraiment solide comme crypto, eh bien en fait, il va falloir payer quelques bitcoins de rançon. Donc ça marche très bien, puisqu'ils ont amassé, et ça, ce chiffre remonte déjà à quelques temps où des chercheurs ont essayé de traquer les bitcoins, ils ont récupéré 42 000 bitcoins, soit équivalent 19 millions d'euros. Donc autant vous dire que c'est rentable, et ça fait un carton. Pour la petite anecdote, il y a même un commissariat américain qui a payé la rançon, parce que, doutez-vous bien que c'est ennuyeux quand on ne fait pas de backup. Alors, un autre type d'attaque qui peut arriver, c'est l'attaque dite des 51%. Étant donné qu'on ne fait confiance à personne, en fait, c'est le réseau fonctionne par consensus. C'est-à-dire que les règles vont être... comment dire ? Si quelqu'un arrive à posséder plus de 50% du réseau, eh bien, il y a une attaque possible qui est qu'il va pouvoir se mettre à émettre des blocs qu'il arrange et accepter ces blocs qu'il arrange. Les autres clients étant minoritaires, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc c'est ce qui a failli se passer le 9 janvier 2014 par rapport à des fermes de minage. Donc les fermes regroupent donc des milliers de mineurs, et l'une d'entre elles se rapprochait de la limite des 50%. Donc de façon proactive, en fait, elle a demandé à ses utilisateurs de la ferme de se déconnecter et d'aller sur d'autres fermes pour éviter de détenir plus de 51% du réseau. En fait, cela n'aurait rien d'autre but que de faire perdre la confiance dans le réseau Bitcoin et donc d'écrouler le cours, ce qui n'est pas du tout l'intérêt des mineurs. Si on fait cette attaque, c'est vraiment juste pour détruire Bitcoin. Il n'y a pas il n'y a aucun intérêt. Et puis ça coûte très cher parce qu'il faut un paquet d'ASIC derrière.
Ah oui, ça marche plus. Alors en pratique, tout d'abord quelques caractéristiques ou surtout différences entre Bitcoin et ce à quoi on est habitué. Tout d'abord, c'est un protocole ouvert, c'est un logiciel libre et les décisions se font par consensus au sein des nœuds du réseau. Un autre point également, c'est que c'est décentralisé, il n'y a pas d'autorité. Cela veut dire aussi que n'importe qui dispose d'un ordinateur, peut lancer un client Bitcoin et se mettre à recevoir ou envoyer de l'argent. L'accès est libre pour tous. Et ça, c'est quand même très important par rapport aux banques. J'avais entendu une statistique, je n'ai pas vérifié, qui dit que sur les 2 milliards de mobinautes dans le monde, eh bien 1 milliard n'a pas accès au système bancaire, n'a pas accès à une banque. Ils ont donc un téléphone mobile avec un accès à Internet, mais pas d'accès à une banque. Ensuite, un autre point, c'est que les frais sont relativement limités. Alors, ne tenez pas compte de mon exemple. Généralement, les frais, c'est plutôt des millibitcoins, donc 0,0001 bitcoin, et ça ne s'applique pas tout le temps. Les transactions sont validées en 10 minutes, c'est-à-dire qu'elles vont être intégrées dans chaque bloc toutes les 10 minutes. Donc, cela peut paraître long. Par contre, moi, j'ai déjà essayé de faire un virement à l'international, ça prenait beaucoup plus que 10 minutes. Enfin, un autre point, étant donné qu'il n'y a pas d'autorité centrale, ce ne sont pas des banques qui peuvent éventuellement annuler des transactions, et bien ici, les transactions sont vraiment irréversibles. Ça, c'est une grosse différence. Alors, quelques indicateurs. Bon, j'ai plus Internet, c'est dommage, c'était animé. Le cours en ce moment est aux alentours de 365 €, donc un bitcoin vaut 365 €. Le réseau, les mineurs consomment, donc c'est 430 mégawatts, ce qui me paraît beaucoup. Le nombre de bitcoins qui ont été échangés, enfin d'équivalents euros en bitcoin qui ont été échangés depuis le début de la presse et avant que ma connexion internet soit coupée était de 975 000, c'est ça? Donc c'est pas énorme à l'échelle de nombre de transactions sur la planète, mais c'est quand même pas totalement anodin. Et enfin, il y a 12 millions environ de bitcoins en circulation. Un autre point important également, c'est que les 500 plus gros ordinateurs du monde, les 500 super calculateurs, eh bien totalisent... ça s'anime. Eh bien, totalise une puissance de 250 pétaflops, là où tous les mineurs du réseau Bitcoin en totalisent 64 000. Donc soit un facteur 256. Donc si quelqu'un voulait prendre le contrôle Bitcoin, en tout cas avec des super ordinateurs, ça serait difficile. Avec des ASIC, ça serait plus facile, mais c'est quand même une puissance assez conséquente. Oui. Alors, en pratique, étant donné qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins en circulation, eh bien, on va utiliser des fractions de bitcoin. Donc, ça tombe bien, c'est prévu pour être divisible jusqu'au millionième. Donc, on va utiliser des centibitcoins, des millibitcoins, des microbitcoins, la plus petite valeur étant un satoshi. Là, j'ai parlé de Bitcoin et de Litecoin. Sachez qu'il y a de nombreuses autres monnaies cryptographiques. Je crois qu'à une époque, il en sortait 2 ou 3 par semaine. C'est pas vraiment classé, mais les plus importantes sont le Litecoin, qui va donc utiliser une preuve de travail basée sur Scrypt. Il y a les ppcoins, qui sont intéressants parce que ce n'est pas une preuve de travail, mais une preuve de participation. Là, l'idée, c'est de ne pas consommer autant de CPU, mais simplement de dire je suis là, donne-moi des ppcoins. Donc c'est une monnaie écologique, si on veut. Le Namecoin est également très intéressant, puisque là, on ne va pas tellement parler de monnaie, mais il permettrait un système de noms distribué. Donc c'est intéressant également. Enfin, bon, il y a des Novacoins, il y a beaucoup de variantes. Moi, j'aime bien les Devcoin, où 90% des pièces sont distribuées aux développeurs. Ça m'intéresse. Et puis, il commence à y avoir des variantes qui se revendiquent résistantes aux ASIC. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Alors, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ce que j'aimerais néanmoins dire, c'est que si l'on regarde par rapport aux masses monétaires, Bitcoin totalise donc environ 5 milliards, ce qui représente environ 90-95% de la totalité des monnaies cryptographiques, là où le Litecoin, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, en totalise 300 millions. Donc il y a donc une grande longueur d'avance. Et puis après, les autres, c'est vraiment, entre guillemets, ridicule pour l'instant. Si on veut aller un peu plus loin, une transaction, ce n'est pas simplement de l'argent qui va d'un point A à un point B. En fait, ça repose sur un langage de script, le Bitcoin Script, qui est basé sur des piles à la manière de Force, pour ceux qui connaissent. Personnellement, je ne connais pas. Mais... Et donc, une transaction se compose de 2 scripts, un script d'entrée, un script de sortie. Ce sont d'abord les vérifications des conditions du script d'entrée qui vont être validées. Si c'est valide, on va vérifier les conditions du script de sortie. Et si c'est bon, eh bien alors j'effectue mon action.
Donc cela permet d'envisager des montages un peu plus complexes. Typiquement, je reçois un Satoshi de la part de 2 ou 3 adresses, et puis je vais déplacer plus d'argent vers une autre adresse. Donc ça permet d'envisager des sortes de contrats ou des signatures multiparties. C'est pas utilisé pour l'instant, mais c'est prévu, et donc c'est un aspect intéressant. Enfin, tout cela donne quelques idées à certains. Tout d'abord, il y a Frostwire, qui est un client BitTorrent, qui s'intègre à Bitcoin et qui donc permet de payer quelques bitcoins, quelques millibitcoins plutôt, pour accéder à du contenu. Donc c'est un peu un site d'e-commerce 3.0, si on veut. Enfin, un site s'intitule Proof of Existence, et là l'idée, ça permet de prouver que vous êtes bien en possession d'un document. Donc vous avez un document, vous y appliquez une fonction de hachage, à partir de l'empreinte, vous allez trouver l'adresse Bitcoin correspondante. Donc c'est une adresse fictive avec aucune clé privée derrière. Mais néanmoins, vous allez envoyer un Satoshi à cette adresse-là. Et donc à l'avenir, étant donné que cette transaction va être propagée au sein de milliers de clients, vous allez pouvoir dire « j'avais bien ce document étant donné qu'il est propagé dans la blockchain ». Donc c'est une utilisation détournée intéressante de Bitcoin, je trouve. Alors dans votre projet, comment est-ce que vous allez pouvoir vous interfacer avec Bitcoin? Il y a une librairie Java qui s'appelle BitcoinJ, qui communique avec le démon BitcoinD. Voilà, vous pouvez envoyer et recevoir des bitcoins grâce à ça en Java. Côté JavaScript, il y a de nombreux scripts très utiles, notamment un script de validation d'adresse, qui va vous valider que l'adresse saisie est bien correcte ou non. Il y a également Bitcoin Prices, qui permet de transformer votre prix en euros, en dollars et en bitcoin. Donc c'est très pratique, vous n'avez pas à le faire. Et puis ensuite, Node Bitcoin, qui représente à peu près la même chose que BitcoinJ, c'est-à-dire un pont Node avec le démon BitcoinD pour recevoir et envoyer des bitcoins. Enfin, un point intéressant, il existe des web mineurs qui se reposent donc sur des technologies comme les WebWorker ou WebGL, où là on pourrait envisager des sites qui ne seraient plus basés sur de la publicité pour générer de l'argent, mais par contre qui vont lancer un mineur chez le client, qui vont donc récolter des pouillèmes de Bitcoin ou Litecoin et qui vont nous les envoyer. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, ça ferait peut-être un peu ramer les clients, donc en termes de performance web, c'est pas génial, mais je trouve l'idée intéressante. Enfin, il y a différents sites sur Internet qui vont vous permettre d'explorer les transactions, et donc la blockchain de façon beaucoup plus simple, et différents outils qui permettent de comprendre comment sont créées les adresses à partir des clés publiques, etc., et qui permettent également de vous imprimer des clés privées pour les sauvegarder de la sorte également. Alors, quelques ressources. Tout d'abord, la fac officielle est très intéressante. J'écoute un podcast qui s'intitule Security Now, où typiquement il parle de Bitcoin dans un assez ancien épisode, donc c'est très intéressant et ça permet vraiment de le comprendre en détail. Enfin, il y a un Stack Overflow dédié à Bitcoin et autres crypto-monnaies, bitcoin.stackexchange.com. Le wiki, je ne suis pas sûr que c'est l'officiel, mais on y décrit toutes les structures de données, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour comprendre ce qui se passe. Là, je suis tombé sur l'article d'une personne qui a voulu communiquer avec les données du réseau, mais à la main, en utilisant Python. Donc c'est assez difficile, mais c'est vraiment passionnant parce qu'on comprend un peu plus en détail ce qui se passe. Enfin, ça c'est le document officiel de Satoshi Nakamoto, instructif et très court. Les sources sont sur GitHub, donc si vous avez un doute, typiquement je me demandais comment le moteur de nombres aléatoires qui était utilisé pour générer les paires de clés privées publiques était utilisé, et donc en regardant les sources, j'ai vu qu'on ça utilisait OpenSSL. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais... ce blog est également très intéressant. En fait, c'est le cofondateur de Paymium, Bitcoin Central. Donc, c'est une bourse d'échange française qui sont situées à Boulogne. Donc, il décrit à la fois le côté technique, mais il explique, par exemple, il a par exemple très bien expliqué la faille de malléabilité qu'a dit, qui était responsable de la faillite de Mt. Gox. Donc, il explique ça très en détail et ça permet de se mettre mal dans le bain. Enfin, j'ai un flux RSS que je maintiens, où dès que je tombe sur une news Bitcoin intéressante, je l'ajoute dans ce flux, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez les dernières news. Alors en conclusion, Bitcoin dans 5 ans, je ne peux pas vous dire ce que ça va donner. Ça va peut-être cartonner, ou peut-être on va trouver une faille et donc ça va s'écrouler. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire peu importe. Pourquoi? Car par contre, je crois beaucoup dans les monnaies cryptographiques. Ça, je suis sûr, je suis convaincu qu'elles seront encore présentes. C'est une technologie qui ne va pas être désinventée, qui sera encore présente sous cette forme ou une autre, mais voilà.
Enfin, je pense même que les monnaies cryptographiques en fait sont une révolution, dans le sens où on avait un monde avant Internet, avant HTTP, avant les mails, et un monde après. Et là, pour Bitcoin, c'est un peu pareil. On avait un monde avant les monnaies les cryptographiques et un monde après. Un autre point également, c'est que cette monnaie a été créée à l'heure d'Internet. Donc c'est donc une monnaie parfaite pour Internet, pour s'interfacer avec elle vis-à-vis de votre site d'e-commerce. Et un autre point également, et ça rejoint Internet de la même façon, c'est que ça permet d'innover sans demander une autorisation à quelqu'un. Sur Internet, si vous voulez publier un site web, eh bien, vous achetez un nom de domaine et vous le mettez en ligne. Vous n'avez pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Pour Bitcoin, c'est un peu pareil. Si vous voulez monter un service de prêt sur Bitcoin, eh bien, vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas d'autorisation à demander, comme c'est le cas sur les systèmes bancaires, comme le modèle actuel. Alors, ces propos sont détaillés de façon, avec des arguments bien plus percutants que les miens, par Monsieur Antonopoulos, j'ai presque réussi à le dire, à travers une présentation qu'il a donnée au Disrupt 2013, The Future of Money. Et ce monsieur prépare également un livre qui ne va pas tarder à être édité sur Bitcoin, qui à mon avis sera une bonne référence. Voilà, alors cette présentation est disponible sur Internet, vous pouvez flasher le QR code ou aller à cet endroit-là. Les sources sont sur GitHub et j'ai quelques minutes pour répondre à des questions. Dans ta présentation, tu dis qu'il faut à peu près 10 minutes pour valider une transaction. Est-ce que je peux dépenser plusieurs fois le même Bitcoins avant que cette transaction soit validée? Alors, effectivement, si jamais on envoie deux transactions qui partent de la même, alors je vais revenir sur le schéma, eh bien en fait, cela ne va pas être possible. Donc rassurez-vous, ce cas est géré. Si je reviens ici... En fait, si ici, j'avais deux transactions avec la même entrée, eh bien, ça ne serait pas valable. Et donc, seule l'une des deux sera acceptée. La deuxième sera rejetée. Je pense qu'il peut même arriver qu'il y ait deux blocs avec la même transaction ici et là, mais seulement l'une des chaînes sera maintenue. Donc, ça ne peut pas arriver, effectivement. Alors, juste pour préciser, si tu dis qu'il peut y avoir deux blocs avec la même transaction... Pas dans le même bloc. Hein. Ouais, d'accord. Et ça veut dire qu'il y a une transaction qui va être refusée, donc un paiement qui va être refusé. Et si c'est un paiement contre un objet physique, par exemple, quelqu'un peut peut-être s'enfuir avant que la transaction soit refusée. Alors c'est possible, et vous pouvez faire pareil avec des euros, hein, juste en précisant. Vous pouvez partir sans payer votre baguette. C'est possible. Alors il y a des façons de... Alors, j'ai pas regardé en détail, mais il y a des façons, de valider des transactions sans attendre les 10 minutes. Simplement, un point également, c'est la notion de confirmation que j'ai évoquée auparavant. En fait, moi j'ai tendance à dire que plus vous allez envoyer beaucoup de Bitcoin, et plus vous allez avoir intérêt à attendre un certain grand nombre de confirmations. Si vous envoyez un Bitcoin, vous allez avoir intérêt à attendre au moins 1 heure, c'est-à-dire 6 confirmations avant de valider la transaction. Donc si vous êtes votre site d'e-commerce, vous allez avoir intérêt à attendre au moins 6 confirmations avant d'envoyer votre produit. Après, effectivement, dans le monde physique, c'est un peu plus délicat. Bon, voilà. D'accord, merci. On peut avoir une idée de l'équivalence d'énergie qui est dépensée pour miner des bitcoins? Parce que là, tu as parlé de joules, de mégajoules, de machin. Ça peut alimenter en lumière combien de villes, dans combien de temps? Enfin, c'est quoi l'équivalent en fait? Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut trouver... 430 mégawatts, c'est une petite centrale nucléaire. Voilà, une petite centrale nucléaire. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les mineurs permettent de garantir la sécurité du réseau. Donc ça s'apparente également aux data centers des banques qui maintiennent les transactions. Donc c'est pas uniquement de l'argent gaspillé, même si effectivement... Et on pourrait faire le même exercice pour, par exemple, toutes les animations flash de pub. C'est vrai. Le site web, combien elles consomment à clignoter. C'est vrai que Alors, j'ai une question concernant la pérennité du système. Tu as montré tout à l'heure un graphe avec une courbe asymptotique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps,
il devient de plus en plus difficile de gagner des bitcoins en minant, d'accord? Et surtout, le coût, le ratio énergie dépensée par rapport au gain, il devient de plus en plus faible. Non. Mais alors, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive à un point où, en fait, les acteurs du réseau, comme ce sont des êtres rationnels, ils se disent, bah en fait, ça coûte trop cher d'investir pour faire du mining, d'accord? Ça vaut plus tellement le coup. Donc ils arrêtent de miner. Et le problème, c'est que si tout le monde arrête de miner, le système s'écroule. Si tout le monde, oui. Mais il suffit, entre guillemets, qu'il n'y ait qu'un seul mineur pour que le système tienne toujours la route. Alors bien sûr, un système avec un mineur sera très facilement, on pourra très facilement faire une attaque de TIC 51%. Mais le système est bien fait dans le sens où la difficulté s'ajuste. Et donc s'il y a des mineurs qui arrêtent, eh bien, ça redevient plus facile, je suis d'accord. Ça redevient plus facile. Mais le gain est quand même ultra petit. Même si ça devient plus facile, à chaque fois, le gain il est minuscule parce que c'est divisé par 2 à chaque fois. Là. Oui, effectivement. C'est pour ça que les frais sont inclus dans le système. Pour l'instant, ils sont peu utilisés. Mais c'est vrai que si le Bitcoin fonctionne, il est possible qu'il vaille plus que 400 €. Et donc, rien qu'avec les frais, ça peut être intéressant. Après, je ne peux pas prédire l'avenir. Hein. Qu'est-ce qu'on sait de Satoshi Nakamoto? Pas grand-chose. Newsweek, quand il s'est relancé en édition papier, a fait un article en disant avoir trouvé Satoshi Nakamoto, alias Dorian Nakamoto. La personne a été interviewée, a dit oui, et après a nié complètement. Ce qui est quand même bizarre, c'est que Satoshi Nakamoto a miné beaucoup de bitcoins au début, et là la personne en question vivait dans une petite maison avec une petite voiture, etc. Donc ça me paraît louche si vraiment c'était cette personne. Mais on n'en sait rien. Et alors il y a beaucoup d'histoires sur Internet, comme quoi c'est peut-être des groupements industriels, etc. Bon, on n'en sait rien. J'ai envie de dire tant mieux pour lui, parce que c'est quand même plus facile à vivre. Mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Les sources sont libres, le code est ouvert, donc peu importe entre guillemets la nationalité de la personne. Oui, mais tout le système repose sur des algorithmes cryptographiques qui sont réputés inviolables. Mais on sait quand même que tous les chercheurs et toutes les agences de renseignement cherchent à les craquer. Donc est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une instrumentation de ce genre de système, peut-être pour faire sortir du bois des mathématiciens qui auraient réussi à craquer ou en tout cas à trouver des failles dans des algorithmes? Alors, je vais me permettre de reciter ce qu'a cité Stéphane Barsmeyer aujourd'hui. Bruce Schneier, qui est un expert en sécurité réputé dans le domaine, qui a eu accès d'ailleurs aux documents de Snowden. En gros, il disait que la sécurité était costaud, on peut avoir confiance dans les mathématiques, pour l'instant il n'y a pas eu d'avancée fondamentale ou des ordi quantiques qui permettent de les casser. Tout ça c'est bon. Les problèmes généralement, et comme Erdblin, sont plutôt des failles à côté, enfin ce qu'on fait avec. Les maths sont solides. Après effectivement il peut y avoir des bugs dans le logiciel Bitcoin. Mais par contre le chiffrement asymétrique par exemple, on peut en avoir confiance. Donc je pense absolument pas que la NSA arrive à casser du chiffrement si tout est bien fait. Par contre, il va exploiter des bugs ou alors utiliser les mêmes principes qu'avant. Si votre machine est vérolée, eh bien en fait, on va facilement pouvoir piquer votre wallet.dat sans casser vos clés privées, clés publiques. Okay. Ceci dit, les découvertes en cryptographie sont toujours annoncées 25 ans après la découverte, de toute façon. Moi, j'ai confiance envers Bruce Schneier. Enfin, en me documentant sur le sujet, je pense effectivement que les mathématiques sont solides. On en reparlera quand les ordinateurs quantiques arriveront à factorer des nombres énormes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc. Moi, j'ai une question. Tu as combien de bitcoins? 1,15. Et c'est protégé par un passphrase, là vous voyez le petit cadenas. Et mon ordinateur est chiffré, hein, donc cherchez pas à me voler ma machine, ça servira à rien. Donc les bitcoins à gauche, les clients Litecoin à droite. Donc on peut voir que l'implémentation de référence est très austère et qu'effectivement ça va être un peu difficile que ça soit plus adopté tant que ça reste comme ça. Mais effectivement il y a des clients légers qui sont quand même plus agréables. Non mais je suis un peu parano. Vous avez des chiffres sur la répartition de la masse monétaire actuelle en compte? Quel pourcentage de compte à quel pourcentage de la masse? C'est-à-dire combien de personnes possèdent combien de bitcoins? Ouais, quel pourcentage? C'est assez difficile à savoir. Je crois avoir vu passer une news là-dessus. Et donc c'est une répartition où il y a très peu de personnes qui possèdent pas mal de bitcoins.
C'est un peu le cas avec des euros ou des dollars aujourd'hui également. Il y a très peu de personnes qui ont beaucoup d'euros. Bon. Et c'est quand même difficile de savoir si c'est effectivement le cas ou pas. Normalement, on peut savoir, comme on a du blockchain, on peut savoir. Alors, ce que vous savez, effectivement, tout est public, mais ce qui est public sont les clés publiques. Vous ne savez pas que cette clé publique est associée à Alice. Et tant qu'Alice ne met pas son nom à côté de sa clé publique, donc tant qu'elle ne l'utilise pas pour payer sur un site d'e-commerce par exemple, ou qu'elle ne le met pas sur son site ou qu'elle le communique, en fait c'est anonyme entre guillemets. Ah, par contre c'est très difficile de garder l'anonymat puisqu'il ne faudra jamais associer une de ses adresses à son nom. Et donc on peut savoir si on télécharge la blockchain, on ne sait pas qui a les comptes, mais on sait la répartition. Oui. Là où ça devient compliqué, c'est qu'à chaque transaction, vous voyez qu'une entrée se divise en 2 sorties, voire en n sorties. Et donc, ça devient assez difficile de savoir si ça, c'est la monnaie qui appartient à cette personne-là, ou alors si ça part chez quelqu'un d'autre. Donc c'est assez difficile de réassocier tout ça au final. À part les entreprises mafieuses, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui s'intéresseraient à transférer ça en argent réel. Alors, l'intérêt, c'est vraiment le côté, on ne fait pas confiance dans une banque, on fait confiance dans le système et dans la crypto. Et moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est que ça donne, en gros, la main au site d'e-commerce. Par exemple, vous pouvez vous-même accepter des paiements en Bitcoin sans dépendre de personne. Et vous avez la main pour savoir combien de confirmations vous allez accepter, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que si je veux accepter des paiements en carte bleue sur mon site, je ne peux pas le faire tout seul. Ou alors, ça va me coûter cher et je vais avoir un paquet de papier à remplir. Ouais, mais si c'est de l'argent qui représente rien, si c'est de l'argent qui représente rien, je veux dire, je peux accepter je sais pas moi, de l'argent fictif, quoi. Oui, tout à fait. S'il y a assez de personnes qui y croient, ça vaudra quelque chose. Et la Bitcoin, c'est juste des gens qui y croient. Si demain, plus personne n'y croit, et si demain, plus personne croit en l'euro, c'est peut-être un peu pareil. Alors effectivement, il y a des états derrière, mais au final, la monnaie est complètement décorrélée de l'étalon or, etc. Et donc, en gros, c'est une valeur qu'on a en tête. Après, je vous ai dit, j'ai un gros slide de mise en garde, je ne suis pas expert en économie, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais voilà, merci.